Bonjour Amance. Bonjour. Amance, tu as 27 ans, tu es intérimaire chez Medicop France depuis octobre 2019 et tu as accepté de nous accorder cet entretien. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Que fais-tu? Alors actuellement je suis monitrice adjointe d'animation, donc internat ou externat, là ça va vraiment dépendre du lieu d'intervention. Je suis intérimaire depuis 3 ans maintenant. Très bien, et pour en arriver ici, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Souvent quand je présente mon parcours, je le vois un peu comme un système d'entonnoir, dans le sens où j'ai fait du social sur une manière très générale, en commençant par une première année de licence de tourisme. Après, j'ai continué sur une licence de psychologie, donc on va dire que j'ai un peu plus ciblé la notion de social. Ça a été un peu aussi ma porte d'entrée, mon accès sur le milieu du handicap. Puis j'y suis aussi un petit peu, comme je dis, des fois rentrée par la petite porte en commençant par un séjour adapté qui m'a ouvert après de rentrer dans des structures et de commencer avec des remplacements. J'aimerais que l'on parle à présent de ton expérience en foyer de vie et notamment de la diversité des actions. Quel est ton public? Quel est ton rythme de travail? Raconte-nous un peu. Alors en foyer de vie, j'ai eu un petit CDI donc sur un week-end sur deux, donc sur le temps de mes études. Donc ça me permettait d'avoir un petit peu un côté très théorique et aussi un côté sur le terrain qui complétait aussi des stages que je pouvais faire via mes études. J'y suis intervenue pendant 3 ans, donc un rythme d'un week-end sur deux. Et j'ai fait aussi des remplacements en complément sur les vacances. Sur le rythme, on est plus sur le public accueilli, si je peux dire ça comme ça. On est plus sur un public, alors sur la structure en général, de personnes entre 18 et... on n'a pas vraiment d'âge vraiment précis de dire à partir de tel âge on n'accueille plus. D'accord. Plus les personnes vont quitter l'établissement pour soit un décès, ou ça peut être aussi des orientations sur d'autres établissements. Sachant qu'on est sur un établissement où on est sur du soin, mais jusqu'à une certaine limite. Ok. Quand on a des soins plus particuliers, on oriente ces personnes-là vers des structures où on va avoir des soins vraiment plus adaptés. On a aussi des personnes qui partent en maison de retraite sur des unités adaptées aux personnes en situation de handicap vieillissantes. Après, il y a aussi des changements de structure pour d'autres structures qui conviennent mieux à la famille, plus proches de la famille. Il y a beaucoup de raisons de départ diverses. Vos groupes sont constitués de combien de résidents? Alors moi j'étais sur un groupe de 12 personnes. On avait des personnes on était sur un groupe de 2 personnes un petit peu plus vieillissantes. La plus jeune avait 46 ans, on est allé jusqu'à 75 ans. Pour l'exemple, une personne qui est partie en maison de retraite notamment. Ok. Donc, Et tu me parles d'un groupe de 12 résidents. Tu es toute seule pour t'occuper de ce groupe? non, on est deux encadrants, sachant qu'il faut savoir que des fois sur des rythmes de semaine, on a une personne du matin qui va finir à 16h, donc on se retrouve à 3 sur un temps un petit peu de 2 heures. D'accord. Donc, ce qui permet de libérer du temps pour des activités spécifiques pour un encadrant, pendant que les autres sont vraiment avec le groupe sur du quotidien. Justement, ça nous intéresse. Est-ce que tu peux nous raconter ta journée de type avec ces résidents? Alors une journée type, on a une de nos actions principales, c'est l'accompagnement au quotidien. Donc ça va être l'accompagnement autant du matin avec le lever, la toilette, une douche, l'habillage, jusqu'au soir où il y a une mise en pyjama, éventuellement une douche, ça peut être une toilette s'il y a besoin, et un accompagnement au coucher spécifique en fonction de la personne. On a, on va dire, à cœur de garder vraiment l'autonomie que les personnes ont, donc soit la conserver ou soit la développer. On est sur des personnes avec qui on peut développer l'autonomie pour remettre le haut, par exemple, que ce soit lors du déshabillage ou de l'habillage. Nous, on travaille aussi pas mal avec ce qu'on appelle un système de guidance, donc qui peut être une guidance verbale, qui peut être de dire tiens, je te montre le mouvement et puis tu le fais. On a aussi dans cette notion de verbal la notion de stimulation verbale. Déjà, ça permet d'initier le mouvement, dire à la personne tiens, tu viens, on se dirige vers ta chambre, je vais t'accompagner. Ça peut être aussi pour expliquer le mouvement sans le faire, en fait, vraiment, voilà. Sur, faire ses lacets, tu fais le premier nœud, après tu fais une boucle, après une deuxième, et puis tout ça. On a aussi un aspect guidance physique, où ça va être, par exemple, on peut initier le premier mouvement. Je reprends l'exemple de s'habiller, on met la tête, la personne met les bras. D'accord. Sur des exemples comme ça. Le but est vraiment de ne pas faire à leur place dans la mesure du possible, parce que ça serait un petit peu... Essayer de leur donner un maximum d'autonomie. Voilà, oui, c'est qu'ils gardent cette autonomie-là, parce que eux le demandent aussi des fois. Des fois, on nous dit très clairement, non, c'est moi qui fais, je sais faire. Au-delà du handicap, ça reste des personnes comme vous et moi, et
C'est tout à fait normal de Et leur qui ont besoin de permettre. leur intimité également. Et tout à fait, voilà, c'était exactement ça. Au-delà de cet accompagnement, est-ce que vous leur prévoyez des activités? Oui, en effet, il y a un service d'activité un petit peu extérieur. C'est un pôle d'activité de jour avec des encadrants qui sont là du lundi au vendredi. Les personnes sont inscrites sur des activités qui généralement sont quand même en fonction de leur appétence, en fonction de ce que nous on a envie qu'ils développent aussi, parce qu'on a des personnes qui peuvent rester en chambre tout le temps et on a envie de leur dire allez avec le collectif, allez ou même sur un temps individuel avec d'autres personnes et pas rester dans sa chambre avec éventuellement ces questionnements, ces angoisses auxquelles ils peuvent être confrontés. On est aussi sur une liberté aussi d'aller en activité. On ne les force pas à y aller. S'ils ne veulent pas y aller, D'accord. il y a la liberté de dire oui j'y vais, non j'y vais pas. Ils ont leur libre choix aussi. On est sur aussi des activités de week-end, parce que le week-end, ce service-là n'est pas disponible. Et là, c'est vraiment des activités qui se font sur les groupes. Donc nous, en tant qu'encadrants, c'est à nous de proposer. On propose un petit peu en fonction de nos appétences aussi. Je veux dire, pour l'exemple, moi j'ai pu faire un gâteau parce que ça me faisait plaisir de le faire. On projette aussi un petit peu sur leur plaisir à eux. Voilà, un gâteau, ça sera toujours plus intéressant qu'une compote, on va pas se mentir. On apprécie de participer à hauteur de leurs capacités. Ça peut être une participation active, rien qui mélange, comme quelqu'un qui est juste assis là, on discute. Ça crée beaucoup d'occasions de discuter. Hein. C'est vraiment des moments qui sont très sympas. Sur de l'activité, on a aussi... le week-end est propice à proposer des activités en extérieur. On a plus de temps, on est moins cadré par le quotidien, les rendez-vous, les obligations un petit peu du quotidien. Et ça peut être une activité, on part avec 3 personnes, on va... je sais pas, boire un verre avec eux et c'est des activités qu'ils apprécient énormément. Oui, bien sûr. On va pas se mentir. J'imagine que dans ce métier, vous êtes confronté beaucoup aux familles. Quelles sont tes relations avec ces familles? Sur quoi échangez-vous lors de visites ou d'éventuels échanges téléphoniques? Alors en effet, les familles sont quand même assez présentes. Bon, on va dire un petit peu la variante sur ceux qui ont encore de la famille. On a malheureusement des gens qui n'ont plus de famille, donc c'est un petit peu à nous de compenser là-dessus en proposant quelque chose peut-être un petit peu plus exceptionnel, par exemple, pour ces personnes-là qui n'ont pas de famille et qui sont exposées aussi à ce que les familles des autres viennent et eux se rappellent, c'est vrai que moi j'ai plus de famille malheureusement. Donc l'avenue des familles, c'est soit ils viennent sur l'établissement, c'est un petit peu des moments que chacun organise comme il veut. Nous on a des personnes qui c'est dans la chambre, tête à tête on va dire. On a aussi des gens qui viennent et moi j'ai vu des familles apporter le goûter pour tout le groupe, donc on s'installe tous dans la salle à manger. Ça crée aussi un moment exceptionnel où on sort la nappe, on va dire les beaux verres et ces moments-là c'est très agréable. Et ça permet aux résidents également de garder le lien avec leur famille. Voilà, c'est aussi des moments privilégiés et puis garder le lien qui des fois peut un petit peu s'effilocher parce que les familles ont aussi leur vie, ils ne peuvent pas venir tout le temps. Ça a été notamment le cas avec le Covid, on va dire l'exemple très actuel où les familles ne pouvaient pas venir, où ils ne pouvaient pas se voir, c'était compliqué. Et puis c'est des moments qui s'apprécient, non, c'est vraiment un lien qui est fort et d'autant plus parce qu'on est sur une population de personnes vieillissantes où des fois la famille il y a des décès ou quoi que ce soit. Donc, c'est des liens qui sont importants de garder. Amance, tu as également travaillé en maison d'accueil spécialisée, qui est aussi un lieu de vie. Oui. Quelle est la différence? Alors la différence, on est sur un public d'adultes toujours. La différence, ça va plus se jouer en termes de public. Donc on reste sur des personnes handicapées avec un handicap mental ou physique, mais on est sur un peu moins d'autonomie. Très franchement, on peut être amené à avoir des groupes avec plus de personnes au fauteuil roulant. Et sur l'accompagnement au quotidien, on va être sur un accompagnement, on est beaucoup plus présent. Donc, pour certaines personnes, on est présent depuis le lever jusqu'au moment où on installe la personne dans son fauteuil. On va faire aussi, alors il y a toujours bien sûr cette trame de fond de garder l'autonomie. On est malgré tout sur une autonomie un petit peu moindre. On est quand même... il y a beaucoup de choses que nous on fait à leur place parce qu'ils n'en sont pas capables du fait du handicap, du vieillissement aussi des fois tout simplement. Donc c'est aussi on va dire on est un peu plus sur ce que j'appelle un petit peu du cocooning quoi. D'accord. On a plus de soins, on va dire, de confort. En termes de professionnels extérieurs, on va voir plus, par exemple, de kinés. On travaille avec des réflexologues, ce qu'on appelle socio-esthéticiennes, donc qui vont venir vraiment pour ce côté esthétique, mais aussi bien-être, qui peut passer par un massage, par une mobilisation, mais dans la douceur, vraiment. Mais par ce manque d'autonomie, est-ce que tes missions au quotidien ne sont pas un peu plus routinières? Je dirais qu'il y a une certaine forme de routine, qu'on soit en foyer de vie ou qu'on soit en maison d'accueil spécialisée. Après,
on travaille avec de l'humain, donc je veux dire, on peut arriver, s'occuper, je veux dire, tous les jours de la même personne, mais que le matin, on peut être d'une humeur variable aussi. Donc quelqu'un qui nous accueille avec le sourire, le lendemain peut nous accueillir, faire la tête parce qu'il a mal dormi. Donc, c'est ça aussi qui fait varier la routine, de se dire, moi j'arrive, voilà, il est de super bonne humeur, je vais marcher dedans, je vais dire, qu'est-ce qui te met de bonne humeur, il suffit que nous on ait lu aussi un petit peu ce qui s'est passé la veille, on peut rebondir là-dessus, de voir quelqu'un qui dit, j'ai vu par exemple que tu avais vu ton frère, alors ça s'est bien passé, et on continue à entretenir cette bonne humeur, et à l'inverse, la mauvaise humeur, on peut justement être plus... Des fois ça peut tenir à démarrer, pas forcément l'accompagnement tout de suite, s'asseoir sur le bord du lit, dire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, je vois bien que tu es triste, ça va pas. Et là aussi, si on a les informations, dire, j'ai appris, je sais pas, par exemple, que ta sœur a pas pu venir hier. D'accord. C'est des moments aussi où on essaye un petit peu de leur redonner le sourire. Bon, Oui, tout à fait. On fait pas des miracles, hein, mais je veux dire, s'ils peuvent avoir un petit sourire et puis démarrer la journée un petit peu mieux et que ça se passe mieux pour eux. C'est une belle reconnaissance pour votre travail. Exactement. Qu'en est-il de l'IME, donc l'Institut médico-éducatif? Est-ce que tu peux nous dire quel public est concerné et comment ça se passe? Alors on est du coup là sur un public plus d'enfants et adolescents. Là où moi j'interviens, le plus jeune a 4 ans, on va jusqu'à 22 ans. 22 ans, on est sur, pour préciser un petit peu, sur des jeunes pour qui on prévoit des projets un petit peu de secteur adulte, donc qui va jouer par des stages, par des contacts avec la famille, qui va un petit peu chercher les autres établissements. Il y a vraiment beaucoup d'échanges comme ça. On est sur une organisation qui est différente aussi, dans le sens où maison d'accueil spécialisée, foyer de vie, c'est des gens c'est leur lieu de vie, ils y sont à l'année. D'accord. Tout le temps. Sur l'IME, on est plus sur ce que nous appelle du semi-internat. Ils arrivent le lundi, ils repartent le vendredi soir. Donc ils arrivent ils repartent, je veux dire, soit en famille, ce qu'on appelle les familles relais, les familles d'accueil, ou en famille tout simplement, ou sur d'autres établissements qui les accueillent le week-end. En termes d'organisation de journée, c'est beaucoup plus structuré qu'une journée en foyer de vie. Très clairement, on a vraiment des journées un petit peu qui sont entre 7h et 9h, où c'est vraiment là du quotidien. Donc on va retrouver un petit peu l'émission qu'on avait tout à l'heure sur le foyer de vie, où il y a un lever, la toilette, la douche, le petit déjeuner. Et entre 9h et 16h, ils sont sur ce qu'on appelle un pôle jour. Donc c'est vraiment un petit peu une organisation comme une école, adaptée bien sûr, où il y a, ils ont 2 heures... un emploi du temps. Un emploi du temps, voilà, c'est plus ça. Ils vont avoir, je sais pas, 1 heure d'esthétique, 1 heure de sport, 1 heure de classe, un temps repas le midi, et puis on reprend à 14h jusqu'à 16h. Et comme pour le foyer de vie, des groupes sont constitués? Oui. C'est également des groupes de 12? Alors on est sur des groupes de 9. Des groupes de 9, d'accord. Et avec des organisations différentes. On a 3 groupes où c'est vraiment ce système ils arrivent le lundi et repartent le vendredi soir. On a un autre groupe qui s'appelle l'accueil temporaire. C'est des jeunes qui, par exemple, il y en a qui sont là le lundi soir, mardi soir, mais qui ne sont pas là le reste de la semaine. Ok. On en a qui viennent que le week-end, parce que c'est un groupe qui est ouvert le week-end au contraire des autres. C'est un groupe qui est plus fait pour des gens qui n'ont pas forcément... des jeunes qui n'ont pas forcément qui ont une famille d'accueil, mais sur très peu de jours. Sur le reste du temps, il n'y a pas, malheureusement, des fois, pas de solution. Et c'est aussi des jeunes qui le reste de la journée sont soit accueillis sur d'autres établissements. On a des jeunes qui retournent en famille ou en famille d'accueil. Et on a aussi des jeunes qui vont à l'école, qui sont sur des classes spécialisées. Par rapport à ces expériences que tu viens de nous évoquer, quelles seraient les aptitudes lorsqu'on travaille dans une structure accueillant des personnes en situation de handicap? On est... alors, je ne vais pas parler en termes de compétences vraiment purement théoriques qu'on pourra apprendre en formation. Ayant pas de formation, je ne vais pas vous les sortir. On est plus sur, on va dire, des compétences humaines, voilà. C'est vraiment entre guillemets, c'est pas péjoratif. Étant intérimaire, je pense que l'adaptation, c'est la compétence numéro 1, parce qu'on change de groupe. Et puis parce qu'on travaille aussi avec de l'humain. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut tomber sur quelqu'un qui a une mauvaise humeur, en colère, comme celui qui va être de super bonne humeur, qui va arriver nous faire un câlin. Faut s'adapter en fait. Garder son sang-froid peut-être, c'en est une. Oui, parce que des fois on se fait bousculer, on va pas se mentir. Oui, il faut garder son sang-froid et on a, je pense, une personnalité professionnelle aussi. Il y a une grande partie de nous, ce qu'on est au quotidien, ce qu'on est personnellement en dehors du boulot, mais on est aussi... on peut pas s'énerver comme on s'énerverait chez nous parce que la télé marche pas. Il faut des fois redescendre un peu et se dire,
je respire un coup et puis bon, je vais m'y confronter même si s'il va m'envoyer balader. C'est peut-être l'adaptation, la compétence numéro un. Et je dirais aussi la capacité un petit peu, c'est un petit peu une question de sensibilité, on va dire, à l'ambiance du groupe en fait. Des fois on arrive, on a des groupes qui sont très tendus, on se dit bon, va falloir essayer peut-être des fois de séparer les deux éléments qui se crêpent le chignon et qui créent la tension. Des fois on a aussi des groupes tendus parce qu'il y a eu un changement d'organisation au dernier moment et on leur dit bah finalement c'était un tel qui devait venir et puis c'est un tel. Donc ouais, moi je voulais que ça soit bidule et en fait c'est pas la personne. Et il y a aussi cette adaptation à la personne en elle-même, voilà, quelqu'un qui est tendu, qui est triste. Des fois, ça peut être l'occasion de dire allez, viens, on va faire une activité tous les deux, on va s'asseoir dans ta chambre. Donc concrètement, ce qui fait la force dans l'exercice de ce métier, c'est pas forcément la formation, mais c'est vraiment la variance des activités, de varier le public, de varier les établissements. Et avec le cumul de l'expérience, c'est comme ça que tu peux appréhender un peu plus facilement ton métier aujourd'hui. Oui, parce que très clairement, moi je suis arrivée sans diplôme et avec ma licence de psychologie en cours et en connaissant rien, on va pas se mentir. Moi on m'a dit un truc qui me suit aujourd'hui, on m'a dit mais il y a des trucs, toi tu ferais comment pour toi? Donc on le fait aussi pour nous et il y a aussi tout ce qu'on apprend via des professionnels divers et variés. Moi, je travaille avec des aides-soignants, je travaille avec des AMP, je travaille avec des éducateurs. Et chacun a sa façon de faire. Et nous, on pioche un peu des fois, à se dire tiens, ça me parle, je le garde, je vais le réutiliser. Comme il y a d'autres trucs qui sont pas mauvais forcément, mais qui nous vont moins nous parler parce que ça va moins faire écho à notre expérience, à nos valeurs aussi, parce qu'on a été éduqués d'une certaine façon. Et je pense qu'on transpose un peu aussi quand même dans ce qu'on fait dans notre travail. Mais c'est très très formateur. Je veux dire, aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'interviens dans ce milieu-là. Je suis pas la même qu'il y a 2 ans et je serai pas la même dans 2 ans non plus parce que j'absorbe un peu ce que j'apprends, enfin ce qu'on m'apporte. Non, c'est très formateur et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait de pas avoir de diplôme. Il faut se dire, bon, en dehors de pas avoir de diplôme, j'ai cette fibre-là, j'aime m'occuper des autres, bon, j'en fais quelque chose. Après, ça n'empêche pas de tester et de dire demain, bon, en fait, c'est pas mon truc. Voilà. Et puis, des fois, si ça peut déclencher, de dire, bah, si c'est vraiment mon truc, j'ai envie de faire une formation, j'ai envie de dire, allez-y, parce que ça pourra que valider ce qu'on apprend sur le terrain et que enrichir. Et ça sera. Le fait d'avoir de l'expérience, c'est un plus. Ouais, c'est un plus et je pense que ça renforce encore plus ce qu'on apprend. Et moi, je suis très très heureuse en étant intérimaire et en changeant aussi d'établissement parce qu'on tombe pas dans la routine. Merci beaucoup Amance pour ton témoignage, c'était très complet. Est-ce que tu peux peut-être nous donner justement un dernier mot sur ton métier et de ta place dans le secteur en qualité d'intérimaire, comme tu viens de l'expliquer? Alors un dernier mot sur mon métier, je vais peut-être dire un classique actuel, c'est qu'il y a du mal à trouver sur des remplaçants, des CDI, je veux dire c'est sur les 2 cas, il n'y a pas que les remplaçants qui manquent, c'est aujourd'hui il y a beaucoup de postes à pourvoir. Et après ce que j'aime bien dans ce métier-là, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est un peu notre propre outil de travail en fait. On arrive sur un groupe, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, nous on vient déjà un petit peu avec notre petit bagage, de se dire bon, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je maîtrise bien aussi des fois, je veux dire. Et ça permet de le réutiliser aussi, voilà. D'accord. Moi je me trouve face à quelqu'un, je sais pas, voilà, qui est braqué, qui a pas envie de venir. Bon, qu'est-ce que je peux utiliser? Moi, pour l'exemple, je sais que j'utilise l'humour, quoi, de dire, raconter une bêtise ou même des fois faire l'imbécile. Pour l'anecdote, je me suis vue bouder au milieu du couloir. Une de mes jeunes qui voulait pas revenir sur le groupe, voilà, et ça a marché. C'est un truc, on a l'air très bête sur le moment, mais on s'y prête au jeu. On se prête au jeu en fait, parce qu'on se dit bon bah si ça marche tant mieux. Et puis moi, ça sera ma petite victoire du jour de me dire bon, j'ai réussi à faire une activité avec elle. Après, ça peut être aussi des fois des gens qui ont besoin qu'on pose un cadre. Nous, on a des jeunes, voilà, si on pose pas de cadre, ils vont en profiter, ils vont tout tester et des fois, ils le font aussi parce qu'ils ont besoin qu'on leur pose un cadre, leur dire c'est comme ça, à telle heure c'est comme ça. Je pense aussi qu'il faut à l'inverse savoir casser le cadre, en fait, de dire aujourd'hui, voilà, il n'y a pas le cadre, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'aller courir dehors dans l'herbe, allez-y. Si vous voulez faire du vélo, vous pouvez. Il y a toujours un cadre quand même, on va dire, c'est une question de sécurité. Forcément, s'il y a une voiture qui passe, toujours ces règles-là. Mais
c'est des choses avec lesquelles on jongle en fait. Et ça permet aussi d'évaluer leur évolution. Oui, parce qu'il y a des trucs, des fois en équipe, on se dit ah, tiens, moi j'ai essayé ça avec un tel, ça n'a pas marché, et puis on va dire 2 semaines après, on va dire en fait, si, il y est sensible. Enfin, moi j'ai l'exemple en tête d'un jeune qui, quand il est arrivé, l'humour c'était quelque chose qu'il ne percevait pas forcément, et aujourd'hui on voit une évolution où c'est lui qui va faire de l'humour avec nous en fait. D'accord. Et voilà, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est travaillé, qui a évolué, parce qu'on a fait ce travail-là avec lui, et parce qu'avec lui ça marche, et peut-être qu'on a essayé d'autres choses avant et qui ne marchaient pas. Donc, ouais, on se module. D'accord. C'est vraiment, on est un peu la pâte à modeler qui se cale en fonction de la personne. C'est vraiment ça, et c'est ça qui fait la richesse de notre travail, très clairement. C'est un super beau mot de la fin. Merci beaucoup Amance pour ton témoignage. À très bientôt. À bientôt.